Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Marie Boëton. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes journaliste à La Croix, l'Hebdo, et avec Marianne Meunier, vous avez signé ce dossier spécial qui s'appelle « Terrorisme, la prison et après », le fruit de plusieurs mois d'enquête sur ceux qu'on appelle les sortants, ces détenus condamnés pour terrorisme ici en France, qui sortent de prison après avoir purgé leur peine. Ils incarnent, écrivez-vous, le mal suprême. Même eux doivent un jour retrouver la liberté. D'abord, pourquoi avez-vous voulu faire cette enquête ? Parce qu'il pose un défi sécuritaire énorme à la France. On le sait peu, mais 150 d'entre eux sont sortis ces 2 dernières années. Pour la seule année 2022, il devrait être une centaine. Et à l'heure où on se parle, 415 sont encore détenus, soit en vue d'être jugés, soit déjà jugés. C'est un défi sécuritaire parce que, si vous voulez, comme le dit très bien le directeur de la pénitentiaire, pendant un temps, on a parlé des revenants de Syrie. Aujourd'hui, on a des sortants de prison. Il s'agit à la fois de s'assurer qu'ils ne récidiveront pas, sans empêcher pour autant leur réinsertion. Et là, on est sur une ligne de crête extrêmement difficile. On parle d'hommes en majorité et de quelques femmes qui ont fait quoi ? Qui ont été, pour ceux qui ont été condamnés à quoi ? Alors en fait, c'est vrai que la qualification terroriste est extrêmement large, floue. On a aussi bien des personnes condamnées pour apologie de terrorisme, qui ont eu 1 an, 2 ans, 3 ans de prison. Et puis vous avez Salah Abdeslam, qui sans doute ne sortira jamais de prison. Et puis vous avez le gros des effectifs, c'est le milieu du spectre. Des personnes qui ont été en Syrie ou qui ont voulu y aller, qui ont été arrêtées avant. Ces personnes-là, pour beaucoup, ont été arrêtées en 2013, 2014, 2015 et ont écopé en moyenne de 7-8 ans de prison. On est en 2022, donc c'est l'heure de la sortie pour beaucoup d'entre eux. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, ils sont plus nombreux à sortir de prison qu'à y rentrer. L'enjeu est double, vous le disiez à l'instant, et pas des moindres. Il est à la fois sécuritaire et moral. S'assurer effectivement que ceux qu'on appelle les TIS, les TIS, ne vont pas récidiver tout en leur permettant de se réinsérer. Sacré défi. C'est ça. Et alors, c'est vrai que si vous voulez, une fois qu'ils sont sortis de prison, ils sont nécessairement suivis par un service de renseignement, soit territorial, pour le bas du spectre, comme on dit, soit la DGSI, qui peut aller pour les plus gros profils jusqu'à un suivi H24. Donc, ça veut dire qu'on mobilise plusieurs dizaines de fonctionnaires. Et puis, ils sont soumis à un certain nombre de contraintes. Pour certains, il faut pointer quotidiennement au commissariat, interdiction de sortir de sa commune, de fréquenter certaines personnes, rendez-vous très régulier chez le juge, suivi psy obligatoire pour certains. Et donc, c'est vrai que leurs avocats disent c'est une peine à perpétuité. Ils sont sortis de prison, mais vous en faites par ces contraintes des débiteurs à vie. Et le risque, et certains juges antiterroristes le reconnaissent eux-mêmes, c'est qu'on alimente le mal qu'on est censé combattre. C'est-à-dire qu'on renforce chez eux un ressentiment qui se retourne un jour contre la société. Vous avez rencontré un ex-détenu qui raconte une situation kafkaïenne. D'ailleurs, il a fini par retourner en prison. Voilà, il ne se réveille pas à l'heure pour aller devant le juge. Et donc, il retourne en prison. Un autre, en sortant du bus, sort du territoire qui lui est imparti, retourne en prison. Ce sont des faits absolument anodins dans une vie quotidienne classique, mais ces personnes sont vues comme potentiellement très dangereuses. Et si jamais, selon les autorités, on les laisse comme ça filer parce qu'ils ont 1 heure de retard à un rendez-vous, ça peut avoir des conséquences dévastatrices. Donc c'est vrai que les autorités sont extrêmement fébriles face à cette population-là et donc fait preuve d'une très grande sévérité vis-à-vis d'eux. Et là, on revient au défi posé par le terrorisme et qui a été illustré par le procès des attentats de novembre 2015, par celui qui se tient en ce moment des attentats de Nice. Le défi posé à nos sociétés de ne pas déroger à la règle de droit quand la justice passe, mais aussi quand la justice est passée. Exactement. Et là, indéniablement, certains disent, j'ai l'impression que j'ai pris perpète dehors. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de prison, mais ils estiment qu'on les condamne à une nouvelle forme de peine sans qu'on le dise ouvertement, du fait qu'ils sont dangereux. Et la dangerosité, on le sait, c'est un concept extrêmement flou, extrêmement plastique. Il est extrêmement difficile d'évaluer la dangerosité de certains, de ces profils-là. Alors, ils sont soumis, les 3 derniers mois de prison, ils sont soumis à une évaluation pluridisciplinaire avec des référents religieux, des services de renseignement qui sont face à eux, des psychologues. L'idée étant de s'assurer qu'ils ne pratiquent pas la fameuse taqia, vous savez, cet art de la dissimulation qui est prôné dans la littérature djihadiste, et de s'assurer que le désengagement dont ils disent faire preuve est bien réel.
Voilà, parce que les profils, effectivement, sont extraordinairement différents. Vous avez rencontré une ex-détenue qui dit avoir regretté changé, ce qu'elle a fait. Ceux qui, effectivement, font semblant, d'une certaine façon, de ne plus y croire. Ceux qui n'ont pas bougé d'un iota, difficulté, effectivement, extrême de savoir ce qu'ils vont faire. En plus, parce que vous dites qu'il y a une différence entre le taux de récidive est très bas sur le court terme. En revanche, pour l'avenir, on ne peut pas l'assurer pour le long terme. C'est toute la spécificité du terrorisme, c'est qu'on peut fomenter un attentat sur des années. Donc, certes, la récidive aujourd'hui est extrêmement faible, mais on ne peut pas s'assurer que ce sera le cas à l'avenir. Mais il faut quand même dire que la récidive est très faible et qu'en général, ces personnes-là, la DGSI dit bien, pour la majorité d'entre eux, on n'entendra plus parler d'eux. Simplement, il y a un biais dans l'opinion parce qu'on ne parle pas de ceux qui ne récidivent pas. On ne va parler que de ceux qui sont repassés à l'acte. Mais dans la majorité des cas, quand ils repassent à l'acte, c'est pour des faits de droit commun, comme on dit, c'est-à-dire vol d'armes, trafic, mais pas terrorisme. Sauf qu'il y en a des contre-exemples. Vous l'évoquez dans votre enquête. L'un des 2 assassins du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, Adel Kermiche, oui, avait passé plusieurs mois. Était allé en prison, avait été condamné à 4 ans de prison de mémoire, avait été libéré sous bracelet électronique, ce qui ne l'a pas empêché en effet de repasser à l'acte. Et puis vous avez évidemment, il n'est pas encore jugé, mais Franck Abel-Elong, qui a assassiné Yvan Colonna en prison, alors qu'il n'était pas un sortant au sens strict, mais qui allait l'être dans les mois qui venaient. Donc là aussi, il y a récidive. Vous parliez de désengagement tout à l'heure. Il y a quelques années, on parlait de déradicalisation. Il me semble que ce terme est de moins en moins employé. Pourquoi? Et est-ce qu'on a des retours sur les différents processus qui ont été mis en place en prison notamment, précisément, pour s'en assurer ou du moins l'accompagner? Oui, alors on ne parle plus de déradicalisation pour une raison mais plutôt de désengagement dans la violence. Parce qu'en France, il n'y a pas de délit d'opinion. Vous pouvez avoir des idées radicales, des convictions extrémistes. Ce qui est condamné en France, c'est le fait de les matérialiser dans un acte violent. Donc ce qui importe, c'est que ces personnes n'aient plus d'idées radicales, mais se désengagent de l'action violente. Ensuite, pour évaluer en effet leur degré de désengagement, ça c'est très très difficile. Ce qui est sûr, c'est que la pénitentiaire, depuis 5 ans, a mis en place des dispositifs extrêmement innovants, sans doute les plus poussés d'Europe, du fait aussi des vagues sanglantes de terrorisme qu'on a connues. Donc ces personnes-là sont évaluées quand elles arrivent en prison par une équipe pluridisciplinaire, l'idée étant de dire, au fond, l'attaque existe, cette dissimulation est possible, mais plus on met d'intervenants face à eux, plus il est difficile de mentir à beaucoup de personnes. Donc, ils sont vraiment évalués à l'entrée, ils sont évalués à la sortie, et en fonction de leur degré de dangerosité supposée, ils vont avoir un suivi carcéral différencié. Et puis vous racontez aussi en prison, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le rôle des agents de renseignement auprès de ces détenus particuliers. Racontez-nous peut-être comment ça se passe. Oui, alors depuis 5 ans, la France, c'est un des rares pays au monde qui fait ça, a des agents du renseignement en prison, qui d'ailleurs, aux yeux de leurs collègues surveillants, sont des surveillants lambda. Il n'y a que le directeur de la détention qui sait que ce sont des agents du renseignement. Leur seul objectif, c'est le suivi des profils les plus à risque. Donc, ils vont faire en sorte de retourner, par exemple, les amis des djihadistes. Ils vont faire en sorte de sonoriser leurs cellules. Ils vont s'assurer qu'ils ont un téléphone, ce qui est interdit en prison, mais qui est fréquent, pour pouvoir intercepter leur communication. Ces agents du renseignement n'ont pour vocation que de suivre les profils les plus dangereux, et les TIS, évidemment, le sont, afin de renseigner la DGSI, les services de renseignement territoriaux, une fois que ces personnes sortiront de détention. Avec toujours cette tentative de marcher sur cette ligne de crête, du respect de l'état de droit. Oui, d'ailleurs, certains disent en fait, on ne sait pas comment faire pour ne plus vous faire peur. Or là, on voit bien qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. En droit français, c'est à la justice de démontrer que vous êtes dangereux et surtout que vous avez commis un acte répréhensible. Là, ils ont purgé leur peine, ils sortent et ils disent « mais j'ai l'impression que c'est à moi de démontrer que je ne suis plus dangereux ». Ce qui, indéniablement, met à mal nos droits fondamentaux. Tout comme le fait de leur imposer une forme de peine alors même qu'ils l'ont purgée au sens strict. Des débats qu'on a entendus aussi, effectivement, vous l'avez évoqué, à l'issue des procès du procès de des attentats du 13 novembre et de la condamnation à vie, selon ses avocats, de Salah Abdeslam. On parlait tout à l'heure du défi que pose le terrorisme dans ce respect de la norme juridique en France. La France qui vient d'être condamnée pour son refus de rapatrier des familles de djihadistes et de Syrie. Ça aussi, ça pose un problème à la fois sécuritaire et moral.
Oui, tout à fait. Et morale, c'est une évidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire a priori à un ressortissant français de rentrer en France. Sécuritaire aussi parce que la France a tellement attendu, contrairement à nos voisins européens, que les juges qui vous disent, au fond, ces enfants, ces femmes, ce sont potentiellement des bombes à retardement, on a tellement attendu qu'en effet, on a alimenté un ressentiment vis-à-vis de ces personnes que finalement nous rapatrierons. Et la boucle est bouclée, vous le disiez tout à l'heure, le risque avec ces ex-détenus s'étise, la situation kafkaïenne dans laquelle certains se retrouvent vienne alimenter un discours de haine à l'égard de la France. Là, c'est la même chose peut-être pour ces enfants. Sans doute plus, encore. Une centaine de femmes et 250 enfants enfermés encore dans des camps du nord de la Syrie. Merci infiniment, Marie Boëton, d'être venue nous parler de cette enquête qui ne date pas de cette semaine. Mais voilà, on a été bousculé dans notre programmation. Je pense qu'on peut encore la trouver. Et puis on peut la trouver en ligne, bien sûr. La Croix, l'hebdo, terroriste, la prison et après, enquête que vous co-signez avec Marianne Meunier. Merci infiniment d'être venue nous en parler ce matin. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Pauline Godard. À tout de suite.